Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370. Une vidéo un peu particulière car elle sera disponible en français mais également en anglais. Pourquoi? Parce que l'on va présenter une nouvelle zone de recherche définie par Patrick Blailey. J'avais justement fait une vidéo il y a peu pour parler de son livre Enquête qui vient de paraître. Je vous renvoie vers celle-ci sur ma chaîne YouTube dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Pour présenter un peu Patrick Blailey, il s'agit d'un pilote de ligne à la retraite qui a fait un travail d'enquête remarquable sur le MH370. Je suis en accord avec beaucoup de ses idées et notamment sur le fait d'investiguer davantage la piste du commandant de bord. Mais Patrick ne s'est pas contenté d'enquêter que sur le capitaine, il a aussi proposé une zone de recherche dans son livre. Et justement, son livre ne comportait pas tous les aspects techniques dans un souci de simplification. C'est pourquoi il a publié son étude technique tout récemment, ces derniers jours, de manière très détaillée sur le site de Caption, avec la participation de Jean-Luc Marchand, qui est membre à l'origine de l'équipe Capsio. Jean-Luc a une parfaite maîtrise des données satellites, BTO et BFO, ce qui a permis à Patrick de vérifier la validité de sa trajectoire avec les données connues du MH370. Patrick Blailey est la première personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai adhéré, que ce soit sur sa méthode, mais aussi sur ses hypothèses. Et comme vous allez le constater, il propose un angle nouveau avec son expertise de pilote de ligne. Autre raison pour laquelle j'adhère à sa zone de recherche, c'est qu'elle donne en plein milieu de la zone que j'ai préconisée depuis 2016. C'est la zone hachurée en vert que vous voyez ici, qui est déjà parue dans la première version de mon ouvrage. J'avais défini cette zone en me basant sur les zones survolées par les avions de recherche, sur les courants marins, ainsi que les zones préalablement explorées. Aujourd'hui encore, je maintiens cette zone. Elle fait environ 80 000 km², ce qui est trop vaste pour que je puisse la proposer aux enquêteurs, mais surtout, elle est basée sur une hypothèse que les enquêteurs se sont toujours refusés à faire. Qu'il y ait un pilote aux commandes à la fin du vol du MH370. En effet, je considère depuis le début qu'on ne peut pas privilégier qu'il n'y ait personne aux commandes à la fin du vol du MH370. Lors de la première heure de la disparition, on avait un avion qui avait changé de cap à plusieurs reprises, montrant que quelqu'un le pilotait. Pourquoi cela ne serait-il pas valable aussi à la fin? Sur ce point, avec Patrick Blailey, on partage la même analyse. Mais Patrick est allé encore plus loin que moi. À partir de sa trajectoire qui satisfait les BTO et les BFO d'Inmarsat, Patrick a calculé plusieurs profils de descente pour estimer la distance que peut avoir parcouru l'avion ensuite. Sa zone est donc bien plus précise et elle se situe en plein milieu de ma zone, c'est la zone que vous voyez, le carré noir entouré d'orange. Actuellement, cette étude et la zone ont été proposées au BEA français qui les a accueillis favorablement. Elle a été transmise aux Australiens et elle est actuellement en cours d'étude, visiblement par la TSB. Nous attendons une réponse de leur part prochainement. Certes, c'est beaucoup moins médiatique que Richard Godfrey. Patrick a souhaité terminer complètement son étude avant que l'on décide de la transmettre au BEA et que l'on en parle publiquement, ce que je fais enfin aujourd'hui. Notre but est de pousser pour aller chercher à cet endroit lors de la prochaine campagne de recherche qui devrait reprendre en 2023 ou 2024. On attend des précisions là-dessus. Je vais donc présenter brièvement certains aspects de cette étude ici. Le document est disponible sur le site Caption et il est édité en français et en anglais. Je vous mets les liens dans la description en dessous. Il fait 22 pages. Il commence d'abord par une synthèse où Patrick explique les différents paramètres qu'il a pris, notamment pour les calculs de consommation qu'il tire directement du vrai manuel du Boeing 777 avec les moteurs Rolls-Royce 892, puisqu'il y a plusieurs types de moteurs qui peuvent être embarqués sur le 777, donc il faut vraiment prendre les bons moteurs si on va avoir des consommations valides. On a donc des calculs qui sont précis et avec quelqu'un qui sait les utiliser car c'était justement son métier. Les marges concernant les BTO et BFO sont dans les tolérances retenues par Inmarsat. De ce fait, Inmarsat peut parfaitement les valider et Patrick apporte dans son étude des tableaux très complets avec tous les paramètres calculés en collaboration avec Jean-Luc Marchand.
pour permettre à tout un chacun de vérifier ses calculs. Patrick a pris la dernière position radar comme point de départ de son étude, et ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une heure précise et le rapport de Boeing, publié en annexe du rapport final, donne une indication du carburant restant à cet instant. Mais Patrick a remarqué que les tableaux de Boeing dans ce rapport étaient en atmosphère standard. Il les a donc corrigés avec les paramètres météo du jour pour affiner la quantité de carburant restant à cet instant et démarrer ainsi ses calculs. Il a calculé le temps de vol restant à partir des abacs de Boeing et il s'est aperçu que ce temps correspondait au temps jusqu'à l'heure de la panne sèche connue pour un avion volant à une vitesse de Mach 0.706 et une altitude du niveau 300. Patrick a donc considéré cette vitesse et cette altitude pour sa trajectoire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est bien obligé de faire une hypothèse de vitesse dans les calculs de données satellites et je vous renvoie vers ma vidéo pour mieux comprendre ça. C'est une vidéo spécialisée sur les BTO et les BFO pour comprendre. Il a ensuite calculé chaque portion de trajectoire entre chaque cercle de BTO et constaté qu'en faisant ces projections, la coupure moteur intervient bien entre le 6e et le 7e arc. On colle donc parfaitement aux données car, rappelons-le, au 6e arc, l'avion avait répondu normalement au satellite et au 7e arc, c'est-à-dire environ 10 minutes plus tard, on sait qu'il y a eu une coupure électrique du système SATCOM environ 1 minute avant qui a déclenché le démarrage de l'APU. C'est le générateur de secours en quelque sorte dans l'avion. Le SATCOM s'est alors retrouvé de nouveau alimenté et s'est donc automatiquement reconnecté au réseau lorsqu'il a été réalimenté. C'est en tout cas l'explication officielle et j'étais parfaitement d'accord avec celle-ci jusqu'à présent. Mais Patrick propose une autre interprétation de cette coupure d'alimentation du SATCOM, jamais suggérée jusqu'à aujourd'hui. En tentant de réfléchir comme un pilote qui voudrait amérir le plus efficacement possible, il lui fallait pouvoir sortir les volets complètement. Or cela n'est pas possible sans avoir au moins un moteur en fonctionnement ou au moins avec l'APU. D'autant que s'il n'y avait pas d'APU, le pilotage sans moteur, en ne disposant que de la RAT, ce qu'on appelle la ram air turbine, aurait été très compliqué. Il faut savoir que l'on a affaire à un avion à commande de vol électrique. La RAT, la ram air turbine, fournit cette alimentation d'urgence mais ne permet pas d'alimenter toutes les gouvernes. L'avion est donc plus lourd à piloter. Or, pour réussir un amérissage, il faut disposer d'un avion facile à piloter. Exactement ce qu'a fait Sully sur l'Hudson en démarrant l'APU. L'APU lui a permis de piloter efficacement l'avion. Sans APU, il n'aurait certainement pas réussi un tel amérissage. Ce que propose Patrick est nouveau. Et si le pilote avait démarré l'APU avant de couper le dernier moteur afin d'avoir un APU en fonctionnement au moment de l'amérissage? Au départ, quand il m'avait exposé cette idée, j'étais assez dubitatif, car dans ce cas, comment expliquer la perte d'alimentation du SATCOM? Sauf qu'en fait, lorsque le dernier moteur était coupé manuellement ou par manque de carburant, il y aurait eu une rupture très brève de l'alimentation avant que l'APU ne soit connectée au système et alimente ainsi à nouveau le SATCOM. Donc cette piste se tient. Le pilote aurait alors cherché à garder juste assez de carburant pour alimenter l'APU le temps nécessaire. C'est une hypothèse que l'on ne peut actuellement prouver, mais elle est tout à fait plausible. Patrick a ensuite proposé dans son étude 2 variantes du plané de l'avion. Présenté en vue de coupe, il y détaille précisément chaque instant de la fin du vol du MH370 qu'il propose, avec une échelle de temps en haut du graphique, car il faut mettre ceci en corrélation avec les données Inmarsat, et notamment pour le 7e arc. Et on a également une échelle de distance en bas pour montrer la distance parcourue dans les 2 scénarios. On obtient donc une distance mini et une distance maxi au-delà du 7e arc. Et on est plus loin que la zone recherchée dans les campagnes de recherche sous-marine précédentes. C'est ce que je dis depuis le début. On doit chercher plus loin. Selon moi, le fait de n'avoir rien trouvé en considérant que personne n'était aux commandes ouvre parfaitement la voie à un changement de vision sur la fin du vol du MH370. On doit à présent considérer que quelqu'un pilotait l'avion à la fin.
C'est sur ce point que l'on espère réussir à faire changer de position les autorités malaisiennes et australiennes. Selon Patrick, compte tenu des moyens d'Ocean Infinity, sa zone serait couverte en moins de 10 jours, car elle fait seulement 10 000 km². Autre élément que Patrick fait remarquer, c'est que l'endroit où le satellite Pléiades français avait détecté des objets est également en parfaite correspondance avec la zone qu'il a définie. En conclusion, le travail de Patrick Blailey est à ce jour le plus crédible que j'ai eu à voir. Non seulement on est d'accord sur beaucoup de choses, et la pertinence de son travail associée aux compétences de Jean-Luc Marchand font que la zone qu'il propose est parfaitement crédible. C'est pourquoi, à nous trois, nous ferons tout notre possible pour pousser les recherches dans ce secteur. Nous sommes un groupe modeste, un pilote de ligne retraité, un contrôleur aérien et un ingénieur en traitement du signal. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir, mais simplement d'apporter nos connaissances et nos compétences dans la recherche du MH370. Notre objectif, trouver l'avion et faire en sorte que l'on sache enfin la vérité et que les familles puissent enfin faire leur deuil. Que l'on ait enfin la possibilité d'écarter toutes ces théories complotistes que l'on peut entendre sur cette affaire, la vérité doit primer. Même si la piste du pilote suicidaire ne satisfait pas tout le monde, on doit explorer cette piste, car contrairement à ce que certains pensent, cette piste est parfaitement viable au regard des éléments en notre possession. Avant de finir cette vidéo, je vais vous parler un peu de nos livres, à Patrick Blailey et moi-même. Ce sont des livres qui ont été publiés uniquement en français, qui sont donc assez peu connus en dehors de la France. Mon premier livre a été publié en 2017, et après qu'il soit en rupture de stock, j'ai fait une mise à jour en 2019 pour couvrir la campagne de recherche de Ocean Infinity et également prendre en compte les derniers rapports officiels qui avaient été publiés entre-temps. Donc le deuxième livre est plus gros, il fait environ 500 pages et ça donne vraiment un aperçu très détaillé de chaque aspect de l'affaire du MH370. Je présente les systèmes de l'avion pour notamment investiguer la possibilité d'une défaillance technique. Je couvre également les données radar, les données Inmarsat et notamment une explication très détaillée, assez technique mais qui est importante à comprendre, du BTO et du BFO pour comprendre pourquoi il est si difficile de trouver cet avion. J'ai également couvert la recherche sous-marine et donc les différents moyens utilisés, comment fonctionnent les sonars, comment fonctionnent les différents systèmes utilisés pour scanner le fond marin. J'ai également investigué les débris et notamment dans cette partie, j'explique pourquoi je considère qu'un scénario d'amérissage est tout à fait une solution viable. J'explique également comment j'ai défini ma zone de recherche de manière très simple et par étapes. Et je finis avec 2 chapitres dédiés aux leçons que l'on peut tirer de cette disparition et notamment toutes les actions qu'a pu faire l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en matière de régulation des enregistreurs de vol et dans l'amélioration du suivi des avions, puisque c'est quand même le point important, on n'a pas été en mesure de suivre correctement cet avion et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas aujourd'hui. Le livre de Patrick Blailey a lui été publié tout récemment, comme je l'ai dit, en 2022. Il n'est pas aussi détaillé, mais il explique de manière très simple beaucoup d'éléments qui n'ont pas été couverts par les journalistes et pourquoi il considère que le capitaine, donc Zahari Hamadsha, est le responsable le plus probable de cette disparition. Donc mon livre va complémenter parfaitement en fait le livre de Patrick Blailey en allant davantage dans des détails techniques et donc vraiment ces 2 livres, je pense que ça vous donne vraiment un aperçu très complet à la fois d'un pilote mais également d'un contrôleur aérien de façon à vous donner, je vais dire, une image sérieuse de cette affaire sans partir dans des délires comme on peut entendre un peu partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous. Et si j'ai réponse à vos commentaires, je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci, à bientôt.